facile à chaque matin. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jocelyn Grégoire de Sedmos Finance. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, Ghislain, ça va bien? Oui, ça va très bien. Jocelyn, on va prendre quelques minutes en attendant que les gens entrent pour jaser un peu de les formations qui s'en viennent. Après ça, les gens, quand vous rentrez, dites-nous simplement un beau bonjour, un salut à Jocelyn et moi. Demain, on jase conversion en condo avec Immobilier 100 avec Marc Chouinard qui va être là. Comment on fait une conversion en condo? Jeudi, on va parler de histoire de filles, histoire de flip. On a Gilbert qui va venir nous raconter ses flips, les histoires qu'il a eues. Vous allez entendre sa fameuse histoire avec son raccoon, son raton qui va être à l'intérieur. Et c'est Jean-Luc qui fait l'entrevue. Je prends une pause jeudi. Jeudi soir, on a vendre ses offres d'achat avec Maître Audet. Comment faire pour vendre une offre d'achat et que ça soit légal? N'oubliez pas que toutes nos formations sont présentement en virtuel. Vous y avez accès directement de la maison. Et dimanche matin, le 3 mai, de 9h30 à 12h30, j'ai une formation comment optimiser vos immeubles. Fait que comment on fait pour aller chercher encore plus d'argent, comment ça fonctionne l'optimisation d'immeubles, et c'est dimanche matin à 9h30. Fait que Jocelyn, j'aimerais ça. On a plusieurs personnes qui sont rentrées. Jonathan, bonjour Jonathan. Nicolas, William qui est là, Carl qui est vous êtes Rima qui est là aussi. Toutes des gens qui sont là chaque matin. Merci d'être avec nous autres. Jocelyn, parle-nous donc un peu de Sedma, un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a attiré en premier vers le prêt privé? Ben, je suis tombé en amour avec l'immobilier, puis je suivais les conseils de mon coach Tony Robbins qui dit tout le temps immersion totale. Fait que je me suis dit, écoute, si je veux vraiment, vraiment faire de l'immobilier, tu sais, je savais que ça me prenait un gagne-pain, une job qui me paierait à toutes les semaines un salaire pour faire vivre ma famille. Puis ensuite de ça, ben, à travers ça, je ferais mes investissements immobiliers. Puis, tranquillement, pas vite, ben, j'ai suivi ma licence de courtier immobilier et courtier hypothécaire. Je suis de la dernière cohorte où on avait le droit de faire les deux en même temps. Donc, j'ai juste eu un cours à suivre, puis j'avais les deux licences. Puis, je tripais pas vraiment à faire du financement avec les banques. Parce que moi, j'ai un côté très, très créatif, puis les banques, c'est très, très cartésien. Fait qu'on s'entendait pas bien. Fait que ça m'a rapidement amené à développer des relations avec des prêteurs privés. Donc, tranquillement, pas vite, ben, je me suis spécialisé. Puis à l'époque, là, on était en 2008-2009, ben, des prêteurs privés, ils faisaient pas beaucoup d'ouvrages. Honnêtement, là, les taux d'intérêt étaient à 7-8 Fait que, tu sais, la banque prenait quand même pas mal de Quand tu risques. disais qu'il faisait pas beaucoup d'ouvrages, il faisait pas beaucoup de profit. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Tu sais, Ah oui? c'était pas alléchant pour quelqu'un de dire, ben, je vais placer mon argent. Tu sais, les rendements étaient bons en bourse à cette époque-là. Puis, tu sais, on se rappelle, là, des années 2000 ont été quand même assez bonnes au niveau de l'économie, même si ça amenait au crash en 2008. Mais il n'y avait pas beaucoup de prêteurs privés. Donc, à partir de 2008-2009, le crash, ensuite de ça, il y a eu beaucoup de reprises. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à l'immobilier. Donc, en s'intéressant à l'immobilier, ben, il y a de plus en plus de prêteurs privés. Puis là, présentement, il y en a beaucoup, beaucoup des prêteurs privés. Tu sais, dans la courbe là, tu sais, du marché, parce que tous les marchés ont des cycles. Là, on est dans un cycle où il y a beaucoup, beaucoup de prêteurs privés. On s'enligne vers une récession, ou en tout cas un ralentissement économique. Il y en a probablement plusieurs qui vont se brûler les doigts puis qui vont dire, bon, ben finalement, je ne suis pas un prêteur professionnel puis je ne passerai pas à travers la crise, je vais arrêter de faire ça, je vais garder mes économies. Mais à cette époque-là, il y en avait beaucoup. Fait que j'ai développé beaucoup de relations avec des prêteurs privés. Puis, à un moment donné, j'ai deux prêteurs qui ont dit, écoute, Jocelyn, on a trop d'argent pour le restant de nos jours, on veut voyager, puis on veut arrêter de courir après des chèques NSF. Puis là, ils partaient, eux autres, pour 3 mois en Chine. Tu sais, dans le prêt privé, là, dans le prêt privé, si tu t'en vas pendant 3 mois, puis tu as un débiteur qui, le premier mois, ne te paye pas, c'est sûr qu'il ne te paye pas les 2 mois suivants. S'il est 3 mois en retard, ben, il y a des fortes chances, c'est le début de la fin, puis là, tu es pris pour faire une reprise. Puis ça, contrairement à la croyance populaire, là, il n'y a personne qui veut ça. Le processus de reprise est tellement lourd au Québec, ça coûte cher, ça coûte cher. Tu sais, c'est les avocats qui font de l'argent là-dedans, là, dans le processus de reprise au Québec. Donc, tu veux pas passer à travers ça. Fait que moi, j'avais dit à ces gens-là, ce couple-là, qui était dans 70 ans avancés, j'avais dit, OK, partez là-bas, donnez-moi vos dossiers, je vais m'en occuper pendant ces 3 mois-là, je vous garantis que ça va bien aller, mais que quand vous allez revenir. Puis pendant ce temps-là, je me suis assis avec leur notaire, qui était leur notaire depuis des dizaines d'années, puis j'ai monté un concept pour que je puisse gérer leurs prêts à leur place.
Donc, j'avais jamais accès à l'argent. Eux, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était des virements au notaire, récupérer, encaisser les chèques, les virements au notaire. Donc, c'était super sécure pour eux autres. Donc, je peux pas toucher à l'argent. Il n'y a pas de danger qu'ils se fassent frauder. Puis, je suis comme une gestion immobilière, mais je gérais des prêts hypothécaires. Fait qu'au lieu de gérer avec des locataires, je gérais avec des propriétaires d'immeubles qui étaient débiteurs d'une créance hypothécaire. Puis j'ai commencé comme ça. Puis là, c'est Mme Paquette qui a commencé ça avec moi. Donc, je la remercie à chaque fois que j'ai une chance. Merci, ma belle Mme Paquette. Puis après ça, ben, elle m'a référé des amis de la famille, des amis de la famille. Puis là, les gens ont commencé à voir ce que je faisais. Puis on a grossi un fonds qui est maintenant près de 25 millions de dollars. Fait que ça, cet argent-là, on la prête à des investisseurs immobiliers qui ont des beaux projets, mais que la banque n'a pas de produit pour les aider. Donc, nous autres, en tant qu'investisseurs, on peut les aider. Jocelyn, c'est qu'il faut avoir une licence de courtage hypothécaire pour faire l'entremetteur comme tu as fait là. N'importe qui peut pas partir comme ça. Là. Non, au départ, j'avais besoin d'une licence de courtage. Maintenant, étant donné que je fais la gestion du prêt, la licence de courtage est mise de côté. Mais oui, à la base, ce que je faisais, c'est que je prenais un prêteur privé, je le mettais en contact au même titre que je prenais un banquier, puis je le mettais en contact avec une personne. Maintenant, étant donné qu'on est, c'est un peu comme le courtage immobilier, tu sais, la compagnie de gestion peut louer des logements sans avoir de licence de courtier immobilier. Mais c'est la même chose. Moi, je peux gérer un prêt parce que j'ai un mandat. J'ai un contrat entre moi et dans le fond, je travaille pour le prêteur. C'est ça, parce que tu le fais à 100%. Là. T'es plus comme je travaille pour le prêteur, j'ai pas besoin de licence. Au même titre que la personne qui travaille pour le contracteur n'a pas besoin de licence. Il travaille directement pour le contracteur qui vend ses immeubles. Okay. Parle-nous donc de Sedma Finance. Existe depuis combien de temps, de nombre d'employés, etc.? Oui, j'ai une belle petite anecdote de Sedma Finance. Il y a bien des gens qui se disent, c'est quoi ce mot-là, Sedma? Tu sais, ça n'existe pas. Ah oui, c'est vrai. Un mot inventé, ça. À l'époque, j'avais juste 2 enfants. Puis, on cherchait un nom. Puis, je voulais me démarquer puis que ça soit original. Puis, je voulais que ce soit un nom qu'on ne connaît pas. Donc, mon plus vieux, qui va avoir 22 ans bientôt, s'appelle Cédric. Et ma plus vieille s'appelle Maïka. Donc, on a décidé de Sedma avec un logo bleu parce que j'aime la couleur bleue. Donc, ça part de là. Mais là, j'ai eu une 3e fille. Puis là, moi, je veux que ça soit égal. Fait que j'ai choisi un nom qui commençait en main aussi pour Marie-Lee. Donc, ça fait Sedma pour Sedma Maïka, Sedma Marie-Lee. Fait que c'est égal pour tout le monde. Je pensais que tu avais commencé avec finance, avec un nom qui commence par F-I. F-I-N, comment ouais, c'est ça. Mais ça a commencé, c'était Gestion Sedma. Hein. Cette entreprise-là, je l'ai ouverte en 2003 parce que c'est là que j'ai voulu commencer à faire de l'immobilier. Puis c'était une compagnie de gestion immobilière. Moi, je commence un petit peu à l'envers. J'avais pas d'immeuble, mais j'avais ouvert une compagnie de gestion immobilière. Je connaissais rien là-dedans. Puis je pense en 2005, j'ai fait mon premier investissement à travers Gestion Sedma. Puis on a changé en 2009 pour Sedma Finance parce que là, j'étais rendu spécialisé en... Puis j'avais vendu le seul immeuble que j'avais acheté dans cette compagnie-là. Fait qu'il y a une belle historique sur cette compagnie-là. Ça va faire 20 ans bientôt là, que dans 2 ans et demi là, que la compagnie est ouverte. Ça existe. Ouais. Et vous avez combien d'employés? Comment vous fonctionnez au bureau? Ben, dans le fond, on a il y a moi qui est pas employé, là, fondateur. On a François, directeur général, qui est maintenant associé. Je lui ai cédé des actions parce que pour moi, c'est important qu'il soit involved dans le projet, là, parce que souvent, on doit travailler le soir, les fins de semaine. Donc, pour qu'il y ait du plaisir à le faire, ben il y a des actions maintenant dans la compagnie. On a Alexandra, qui est notre analyste senior. Elle, tous les dossiers passent par elle, puis elle fait une première analyse. Elle doit être super critique, puis soulever tous les points négatifs. Ma job à moi, c'est de ramener ça positif et créatif, puis François prend la dernière décision parce que lui est beaucoup plus cartésien. Fait que, tu sais, il y a 2 volets. Hein. Nous autres, il faut qu'on protège l'argent des investisseurs qui viennent investir chez nous, mais il faut aussi qu'on fasse des dossiers puis qu'on soit créatif parce qu'on veut se démarquer en tant que le prêteur officiel des investisseurs immobiliers au Québec. Donc, si on n'est pas créatif puis on n'a pas de trucs à sortir de notre chapeau jamais, ben on va se mêler dans la foule des prêteurs privés, c'est pas ça qu'on veut. Tu ne peux pas devenir une banque non plus, Exactement. Ensuite de ça, on a Sandra qui elle, fait la gestion des prêts. C'est-à-dire que tous les prêts, on vérifie si les taxes municipales sont payées, on vérifie si les taxes scolaires sont payées. Les contrats d'assurance, quand ils viennent à échéance, ben on a un système informatique qui nous donne une alerte, puis là, on vérifie si on a dans le dossier le nouveau contrat d'assurance ou l'avis de renouvellement. Fait que c'est super important que les dossiers soient à jour, parce qu'en tant que prêteur privé, là, si ces choses-là ne sont pas payées, ben, ça nous incombe de devoir les payer. Les taxes municipales, il va falloir que je les paye. Les intérêts qui ne sont pas payés, il va falloir que je les paye. Le créancier de premier rang, il va falloir que je le paye ultimement si jamais il y a un problème. Donc, si jamais il n'est pas payé pendant plusieurs années,
Ben moi, le gap que j'ai de garantie entre le premier rang et le deuxième rang, ben, il se rétrécit tout le temps. Donc, faut être certain. Puis on a acheté des outils qui sont très professionnels. Là, on a le même système informatique que HSBC qui gère leurs prêts avec le même système que nous autres, que Toyota Crédit Canada. Donc, c'est un système qui est quand même assez évolué, qui nous permet là, de faire une bonne gestion. Et si on parle un peu du danger on va avoir deux volets aujourd'hui, Justin. On va avoir le volet danger pour l'emprunteur quand il emprunte un prêt privé, et on va avoir un danger pour quelqu'un qui veut devenir prêteur privé. Parfait. Si on commence avec les dangers pour l'emprunteur, est-ce qu'il y a un danger pour quelqu'un qui va aller chercher de l'argent dans un prêteur privé, peu importe qui? Parce que c'est pas lui qui avance l'argent, là, c'est l'autre qui met 100 000 dans le projet, là. L'emprunteur, il y a un danger avec lui. Bien, le premier danger de l'emprunteur, je te dirais, c'est lui-même. Parce que les emprunteurs qu'on voit venir chez nous, là, souvent, sont super excités. Ils veulent faire de l'immobilier. C'est sûr, ils ont été à la dernière soirée IMO Facile, sont super excités, puis là, ils se disent, hey, il faut que je fasse de l'immobilier. Mais quand ils arrivent trop excités, notre rôle à nous autres, c'est les ramener sur terre. Puis, il faut vraiment qu'ils trouvent 1, 2, voire 3 plans de sortie. Plus qu'il va y avoir de plans de sortie efficaces, le financement privé, là, c'est pas un financement à long terme, c'est pas le financement ultime d'un projet immobilier. C'est un financement transitoire sur du court terme. Donc, si on l'utilise de 3 à 6 mois, ben peut-être qu'il va étirer à 9 mois, puis on va s'assurer que dans notre cash flow, on soit capable de supporter ça. Si le projet n'est pas capable de le supporter, mais il amène une valeur où est-ce qu'on peut rembourser, c'est-à-dire que le projet, il n'y a pas les liquidités pour supporter ce prêt-là, mais on sait très bien qu'il va avoir une valeur supérieure. Comme un flip, par exemple. Un flip, une conversion de chauffage. Il y a plein de situations où est-ce que ça va se prêter. Ben, on peut aussi capitaliser les intérêts. Donc, dire, bon, ben, tu as 6 mois pour faire ton projet, les intérêts sont prépayés. Dans 6 mois, tu vas atteindre une valeur économique où tes rénovations vont permettre que tu refinances 100% à la banque. Mais là, il faut être certain que le dossier de crédit est parfait. Il faut être certain que la situation dans l'emploi ne changera pas. Il y a plein de variables qu'il faut contrôler. Fait que je te dirais que de connaître toutes ces variables-là, de savoir exactement calculer sa valeur économique, c'est super important parce que si tu ne sais pas quelle valeur tu vas aller chercher à la fin, tu ne sais pas quel financement tu vas avoir. Fait qu'il y a plein de petits détails comme ça qu'il faut que l'emprunteur maîtrise ou que son prêteur l'aide à maîtriser ça, tu sais, parce qu'il y a plein de prêteurs privés qui ne connaissent pas la valeur économique. On a plusieurs personnes qui sont en ligne maintenant. Si vous avez des questions pour Jocelyn, on va continuer. Daniel est avec nous autres, Stéphanie, José, Patrick, Marie. Je fais un spécial aujourd'hui, c'est juste 22 $ la question. Pour Patrick, ça? Excellent. Après ça, as-tu des exemples ou des anecdotes de gens qui se sont mal préparés et qui sont venus te voir, puis tu nous as carrément dit c'est pas un beau projet ou ça fonctionne pas? Tu sais, j'en ai à tous les jours. Il y a quelqu'un hier qui m'a envoyé un courriel, OK? Puis là, je vais vous donner un bon truc. Essayez de ne pas faire perdre le temps des gens. Il m'envoie un courriel, puis il me dit, dans son courriel, il y a une phrase. Est-ce que tu finances la mise de fonds des immeubles? Je cherche un financement pour mise de fonds. Pas de numéro de téléphone, pas rien, pas de description, c'est dans quel coin. Fait que, tu sais, pour pas faire perdre le temps des gens, là, ça prend un bon synopsis de notre projet. Tu sais, c'est quoi tu veux faire? L'immeuble est situé où? Elle vaut combien? Y a-t-il des rénovations à faire? C'est quoi les irritants du projet? Souvent, les gens, ils cherchent à cacher les irritants du projet. Mais le prêteur, là, il va le trouver, l'irritant du projet, dans son due diligence. Puis là, tu vas passer pour quelqu'un qui cache l'information. Moi, la première chose que je vais dire à mon prêteur, là, puis je vais me rendre bien brillant, je vais dire tous les irritants du projet, puis je vais trouver une solution à chacun des irritants. Fait que mon prêteur, il va dire, écoute, c'est un gars de solution, il sait où il s'en va, puis je vais lui démontrer que je connais mon métier. De cette façon-là, après ça, quand j'arrive avec les bons points du projet, bien, tous les irritants sont effacés. Je les ai mentionnés, j'ai trouvé une solution. Ça pourrait être un deal breaker, mais après ça, j'arrive avec tous les bons points du projet. Fait que là, dans sa mémoire, là, il efface tous les mauvais points, puis il se concentre sur les bons points. Fait que la présentation est importante. On a des questions qui sont rentrées. Peut-être celle-là, tu peux y répondre rapidement. Jonathan qui demande, c'est quoi la moyenne des taux d'intérêt d'un prêteur privé au Québec? Bien, il y a deux types de taux d'intérêt. Tu as le taux d'intérêt du premier rang, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun créancier sur l'immeuble au registre foncier, puis le prêteur privé va prendre le premier rang.
en général, puis là, tu sais, ça peut changer, mais en général, c'est entre 10 et 12%. J'ai déjà fait des prêts à 8% dans d'extrêmes bonnes conditions, puis j'ai déjà fait des premiers rangs aussi à 15% parce qu'il y avait un risque plus élevé, parce qu'il y avait toutes sortes de raisons. C'est intimement lié avec le risque. Ensuite de ça, ils sont en deuxième rang. C'est-à-dire que tu as besoin juste d'un prêt, soit pour des rénovations, soit pour compléter une mise de fonds. Puis il y a un créancier de premier rang qui généralement est une banque. Très, très, très rare qu'un prêteur privé va se mettre en deuxième rang en arrière d'un autre prêteur privé. Trop de risques. Les banques ont une charte à suivre. Là, c'est sécuritaire de se mettre à un certain niveau si les calculs sont bien faits. C'est sécuritaire de se mettre derrière une banque. Derrière un prêteur privé qu'on ne connaît pas, c'est moins sécuritaire. Donc, en deuxième rang, tu vas avoir des taux qui vont varier encore là, directement, intimement liés avec le risque, entre 12 et 15%. J'en ai déjà fait à 18, j'en ai déjà fait à 10%. Mais là, c'est le ratio prêt-valeur, la qualité de la garantie, les travaux qu'il y a à faire, la localisation. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui vont mener que ça va changer. Les frais de dossier, Jocelyn, roulent à quoi au départ quand tu fais des analyses? Savoir entre quoi et quoi? Dans le marché, ça va être entre 2 et 5%. Donc, 2% étant un dossier no-brainer, 50% de ratio pré-valeur, un immeuble prime spot, prêt à revendre demain matin, pas de rénovation à faire avec des revenus. Puis 5%, ben mettons un dossier de construction, tu sais, avec des déboursés progressifs pour te permettre de sauver un peu d'intérêt, gestion de risque. Tu sais, il y a un petit peu plus de gestion, mais il va y avoir un petit peu plus de frais. Là, je fais appel à ta mémoire, Jocelyn. Est-ce que tu te rappelles le nom? Olivier Labarre demande le nom du logiciel de gestion de frais. Pas Magex. Margil. M-A-R-G-I-L. Okay. Juste à le googler, il va le trouver. OK. Après ça, quel est le taux d'intérêt si on vient de la poser? Avec Linda qui demande à ce jour, avec tout ce qui se passe, une personne qui a perdu son emploi à cause de la COVID, que nous suggères-tu? Il attend de reprendre son emploi. Fait que nous suggères-tu? Je ne sais pas si c'est pour un projet, Linda. Reposons ta question. Est-ce que c'est pour aller chercher un prêt privé en attendant l'aide du gouvernement ou c'est pour un projet? Parce que je sais que tu fais des projets, Linda. Reviens-nous avec la question, on va y répondre tantôt. Pierre, le rendement moyen des prêts, on vient d'en parler. Bien, le rendement moyen, ce que je peux peut-être ajouter, c'est que là, on a dit combien est-ce qu'il y avait d'intérêt de charger, mais j'ai des petites statistiques que je peux donner. Chez Selma Finance, notre taux moyen est de 14,2. Si on fait la moyenne des 180 prêts qu'on a présentement dans notre système, là, puis le système informatique nous permet de le faire, bien, le rendement moyen qu'on va estimer, donc on a des prêts qui sont à 10-12 puis il y en a d'autres qui sont à 18, on fait 14,2 de rendement. Nos investisseurs qui vont investir chez nous, ce qu'on fait, on a deux types de gestion. On a une gestion où est-ce que tu vas approuver tous les prêts parce que tu veux que ça soit sécuritaire puis tu veux gérer ça un petit peu plus serré. Donc, si tu veux approuver tous les prêts, on va te donner, quand tu es en premier rang, 8 de rendement garanti. Quand tu es en deuxième rang, 10 de rendement garanti. Donc, les prêteurs là, qui vont déposer des sous chez nous vont nous demander de gérer. C'est ça qu'on va donner. Puis, si tu veux même pas t'en occuper puis tu nous fais confiance, ben, on a un autre produit, c'est 10 que tu sois en premier ou en deuxième rang, mais tu regardes même pas le dossier. Tu dis, on vous fait confiance, ça fait longtemps qu'on travaille avec vous autres, fait qu'on donne un petit peu plus de rendement, mais on est discrétionnaire sur les dossiers. Puis il y a une chose qui est fantastique, c'est que depuis maintenant 3 ans, on a travaillé sur un produit, puis là, depuis 2 ans, on a levé à peu près, on a rendu proche 5 millions de fonds là-dedans. On utilise les REER et les CELI des gens. Donc, on offre jusqu'à 9 de rendement payable mensuellement sur vos CELI, vos REER. Donc, on peut reporter l'impôt avec les REER, mais les CELI, ce qui est extraordinaire, c'est que le 9 de rendement qu'on vous donne, on peut le déposer directement dans votre compte personnel. Donc, ça devient du revenu non imposable. Donc, c'est vraiment extraordinaire, ça. Puis ça nous permet, nous, c'est tous des prêts qui sont faits au Québec. Donc, on utilise l'argent des Québécois pour aider les investisseurs québécois. Fait qu'on est très fiers de ça. On est le premier fonds 100% québécois. Après ça, j'aimerais ça que tu me parles des prêteurs privés. Est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce que les contrats sont pareils? Est-ce que les prises de risque sont pareilles? Les clauses, les protections? Parle-nous donc un peu dans le marché, là. Qu'est-ce que tu vois en avant de toi, là? Bien, les prêteurs privés, il faut faire attention, hein, parce que c'est un contrat de gré à gré. Donc, nous autres, on a décidé du contrat qu'on offrait à nos emprunteurs. Donc, c'est de gré à gré, mais ultimement, c'est le prêteur qui le décide. Il faut vraiment faire attention, prendre le temps de bien lire et surtout de comprendre toutes les clauses. Parce que des fois, là, du jargon
du jargon légal, ça peut être difficile à comprendre. Donc, assurez-vous, vous comprenez bien toutes les clauses, puis dans quoi vous vous embarquez. Il y a des clauses qui disent si tu ne m'as pas remboursé dans 6 mois, ben tu tombes à 27 d'intérêt. Je pense, Ghislain, tu connais des gens qui ont déjà eu affaire à ça. Ben, avec un prêteur privé comme ça. Ouais. Ça fait aucun sens. Tu sais, il n'y a aucun sens là-dedans. Donc, tu as 6 mois pour finir ton projet. Qu'est-ce qui se passe si tu perds 3-4 mois à cause du COVID? Tu tombes à 27 d'intérêt. Puis là, qu'est-ce qui va se passer avec les conditions bancaires dans 6 mois? Est-ce que tu vas être encore capable de refinancer? Est-ce que tu vas être capable de vendre ton flip? Parce que là, les gens seront plus capables d'acheter. Fait que, tu sais, ça peut être très dangereux. Fait que, puis toutes ces clauses-là sont négociables en passant, là. Tu sais, si vous avez un beau dossier, gênez-vous pas pour faire biffer certaines clauses, là, puis négocier les clauses. Puis si jamais les clauses sont vraiment pas négociables, là, puis qu'il n'y a absolument rien à faire sur aucune des clauses, bien, dites-vous que peut-être votre prêteur n'est pas là pour les bonnes raisons. Prenez le temps de demander de parler à des investisseurs comme vous. Quelqu'un qui fait des flips, demandez à votre prêteur, peux-tu me présenter 2-3 personnes qui ont fait des flips avec toi? Puis là, demandez comment ça s'est passé au niveau des déboursés progressifs, au niveau des liquidités qui se présentaient. Souvent, on va sortir des jeunes avec des prêteurs privés parce qu'ils commencent un projet avec des boursiers progressifs, puis hop, le prêteur apporte plus les sous. Fait que là, le projet, il stagne. Pendant ce temps-là, il paye de l'intérêt sur un projet qui avance plus. Puis là, hop, tu passes tout droit pour le 1er juillet. Qu'est-ce qui se passe? T'espères que ton flip ou ta construction, t'en gardes pas mal plus longtemps, puis c'est pas drôle, ça. On a Moïse qui nous pose une question. C'est quoi le minimum de prêts qu'on voit dans les prêteurs privés? On peut-tu avoir un prêt de 5 000? C'est sûr qu'il y a des prêts privés à 500 $, mais je parle pas de ce type de prêt-là. Là. Normalement, tu vois quoi dans le marché? En haut de 25 000. En tout cas, chez nous, on ne fera pas un prêt en bas de 25 000. 25 000 va être vraiment un prêt d'urgence de quelqu'un qui a un projet qui manque 25 000. Parce qu'oubliez pas, le notaire ne baissera pas son prix. Fait que tout de suite, en partant, là, c'est 1 500 2 000 de notaire, plus la quittance, une fois que tu vas falloir que les frais de dossier du prêteur, tu sais, évidemment, je te dis 2 à 5 mais sur un prêt de 25 000, 5 c'est pas grand-chose, hein? Fait que, ça va être minimum 2 000, 2 500. Fait que tout de suite, en partant, tu vas aller chercher 10-15 de frais juste pour mettre en place cette garantie-là. Parfois, ça ne dérange pas. Tu sais, sur 25 000, 15-20 de frais, ben 4-5 000 de frais, OK. Le montant nominal n'est pas si gros que ça. Ça te permet de finir ton projet puis d'engranger un profit de 50, 60, voire 100 000 ça vaut la peine de le faire. Mais les gens viennent me voir des fois pour des consolidations de dette. Écoute, j'aurais besoin de 12 000 pour remplacer ma carte de crédit à 25 OK, mais ça va te coûter, ce 25 %-là. Ça n'a pas de sens. On a Linda qui revient avec sa question de tantôt. Elle dit, est-ce qu'on peut acheter un Plex avec une mise de fonds qui est financée par un prêteur privé? Oui, il y a peut-être 10 façons de faire la transaction. Évidemment, là, il ne s'agit pas là, de remplacer l'équité que tu as disponible. Le banquier là, va vouloir que tu sois liquide pour ça. Il faut que tu prouves ta mise de fonds. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va prouver la mise de fonds en disant « Je fais un retrait d'équité sur un autre de mes immeubles. Moi, je te fournis une lettre de financement sur l'autre immeuble. Puis l'autre immeuble, on prend une garantie collatérale, puis on sort la mise de fonds comme ça. Souvent, ça va être comme ça. Mais aussi, si tu as vraiment un super bon deal sur un immeuble, là, mais il est possible aussi qu'on décide de te le financer à 100 %. Le seul problème, c'est que tu dois nous démontrer que tu as de quoi à risque, toi aussi. Okay. Tu comprends? Si c'est moi qui te passe 100 % de l'immeuble, ben là, tu n'as aucun risque. Imagine qu'il y a de la périte. Tu te rends compte, tu as même fait ton due diligence, tu te rends compte qu'il y a de la périte, il y a 50 000 de réno à faire. Tu te disais, je payais la maison 150 000, je mettais 30-40 000 dedans, puis je pouvais vendre ça 230 000, 240 000. Là, tu as un 50 000 de plus, c'était ton profit. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me redonner les clés, tu n'as aucun risque dedans. Par contre, si tu me donnes une garantie collatérale, si tu me donnes des placements garantis, ben, tu as de quoi à perdre. Fait que tu vas faire ton projet, tu vas break-even à la fin, mais tu gardes ton problème pour toi parce que, ultimement, le prêteur n'est pas là pour gérer tes problèmes. Il est là pour te donner un coup de main pour avancer. Fait que, tu sais, la façon de prendre ça, le mindset que tu dois avoir, c'est de dire, bon, ben, c'est bien plate, je ne ferai pas une scène dans le projet, je vais régler mes problèmes puis je vais prendre de l'expérience. Parce qu'ultimement, c'est ça qui va arriver. Tu vas prendre de l'expérience à gérer un projet immobilier puis tu vas être meilleur le prochain coup. Caroline Douin qui dit, c'est quoi le risque en deuxième rang? Je comprends pas exactement qu'est-ce que tu veux dire. OK. On achète un immeuble. Le premier rang, c'est le rang qui va être enregistré au registre foncier. Le registre foncier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'endroit où c'est le registre où tous les actes hypothécaires, les actes de vente sont enregistrés. Donc, chaque maison a un numéro unique, un numéro millionnaire, c'est comme un numéro de série.
Donc, quand on veut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau financier sur une maison, on va voir le registre foncier. Puis là, on voit que M. Jacob a vendu à Mme Isabelle. Donc, Mme Isabelle est devenue propriétaire à telle date, puis elle a enregistré une hypothèque avec la Banque nationale. Banque nationale est le premier créancier. Donc, Mme Isabelle veut rénover, elle appelle Sedma Finance. Nous, on s'enregistre derrière la banque, donc on est en deuxième rang. Le risque d'un prêteur, c'est que si Mme Isabelle ne paye pas la banque, bien, le prêt de la banque va augmenter, évidemment, parce qu'il y a des intérêts. Donc, l'équité de l'immeuble diminue en avant de nous autres. Donc, nous autres, ce qu'il faut faire, il faut avoir les reins assez solides pour racheter la banque dans ses droits de hypothécaires. Puis, après ça, on va pouvoir exécuter notre garantie. Donc, le risque, c'est frais d'avocat, c'est voir diminuer notre équité sur, dans le fond, la garantie qu'on avait, la garantie d'argent qu'on avait, c'est l'équité sur l'immeuble. Si c'est financé à 100%, ben là, on prend quoi comme garantie? On vend l'immeuble 100% par vos premiers créanciers. Elle demande la question, c'est quoi le pourcentage d'échec aussi, Jocelyn, sur un projet en deuxième rang pour un investisseur? Ben, premier ou deuxième rang, je te dirais là, qu'on est entre 1 et 3%, tout dépendant des années. Mais chez nous, on est entre 1 et 3% parce qu'on est très créatif. Tu sais, on va travailler avec beaucoup de redresseurs de crédit. Donc, on donne l'ouvrage à beaucoup de gens qui vont redresser les dossiers de crédit, des courtiers hypothécaires très créatifs qui vont aider nos gens à sortir de mauvaises situations. On est aussi très créatif. Fait qu'avant de se rendre en préavis de reprise, là, on va offrir 1001 solutions, des options d'achat. On met la maison à notre nom puis on la revend. Tu sais, parce que comme on disait tantôt, là, il y a un prêteur privé, justement, avec qui on travaille des fois en partenariat, qui m'appelle hier, il dit « Ah, là, je suis mal pris, mon gars, à cause du COVID, il n'a pas vendu ses 4 maisons, il fait 4 flips en même temps, c'est trop lourd à supporter. Imagine 12 000 $ par mois que ça lui coûte. Il n'est pas capable de vendre. » Fait que, tu sais, ces 4 maisons coûtent ça. Fait que, tu sais, ce que je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, si tu passes par le préavis, tu vas te chicaner avec ton client, tu ne feras plus jamais de business avec lui. Ce que tu peux faire, offre-lui la maison qui a le plus d'équité que toi, parce que lui, il n'est pas capable de financer, il n'est pas assez solide financièrement pour une banque. Mais mon prêteur, lui, est suffisamment solide. Il appelle sa banque, il va avoir de l'argent en 2 temps, 3 mouvements parce qu'il y a un solide bilan. Donc, j'ai dit, finance-en une à ton nom jusqu'à temps qu'elle se vende. Tu vas récupérer suffisamment d'équité pour au moins arrêter de payer l'intérêt de privé sur cette maison-là. Puis l'excédent que tu vas avoir, tu vas pouvoir y acheter à 3%, 4-5 mois d'intérêt sur les 3 autres. Donc, le COVID va être passé ou en tout cas, on va trouver les courtiers vont trouver des façons de vendre les immeubles quand même. Puis tu vas pouvoir éliminer après ça les dettes sur les autres, une à la fois. Mais ça, c'est une façon créative que 90% des prêteurs prendront pas le temps de faire. Parce que 90% des prêteurs sont à temps partiel. Ils tirent le plug, puis ils disent à l'avocat, occupe-toi de ça, j'ai pas le temps, je suis à temps partiel. Soit qu'ils ont d'autres business, ou soit qu'ils sont au golf, puis ils se disent, je veux pas me casser la tête avec ça. J'ai un certain standing de vie parce que j'ai travaillé fort toute ma vie, ben je perdrai pas mon temps à régler les problèmes des autres. Mais chez Sedma Finance, la différence, c'est qu'on est tous des investisseurs immobiliers. Mon analyste est investisseur immobilier, ma gestionnaire est investisseur immobilier, François est investisseur immobilier, je suis investisseur immobilier, la réceptionniste puis le comptable aussi sont investisseurs immobiliers. Fait qu'on comprend votre réalité. On a Michael qui demande, est-ce qu'on peut avoir une pré-approbation hypothécaire avec vous? Mettons que je vais acheter une vente sous contrôle de justice. Oui. Ben oui, ce qu'on fait, c'est qu'on va sortir ton bilan, puis on va te dire exactement, ben écoute, avec le bilan que tu as, tes ventes de contrôle de justice, ben tu peux aller jusqu'à, on va t'expliquer le calcul exact, mais tu peux aller jusqu'à des immeubles de 300 000. Tu peux aller jusqu'à des immeubles de 500 000. Fait que oui, on a plusieurs clients qui savent très bien qu'ils ont une marge ouverte chez nous, que si la situation ne change pas selon la première analyse qu'on a faite de leur bilan actuel, ben on est capable d'être très créatif. Okay. On a Philippe qui demande, est-ce que vous embarquez en partenariat des fois dans des projets où c'est juste du prêt privé? On essaye de se limiter juste au prêt privé. J'aime pas ça être comme dans 2 parties, tu sais, être le prêteur puis être le partenaire en même temps. Fait que tu sais, c'est un ou l'autre. Tu veux être partenaire, parfait, présente-moi-le en partenariat, mais tu sais, être le créancier puis en plus être un partenaire, je trouve que c'est pas transparent de notre part. Tu sais, c'est comme vouloir le panier au complet. On se l'est fait offrir justement hier un de nos clients de longue date qui dit, écoute, je vais vous prendre en partnership là-dedans. Je dis, hey, je me sens mal à l'aise, Pat, de te prendre 50% de ton deal, tu sais, parce que si on tombe partenaire, ultimement, tu vas me payer 50% de tous tes revenus restant de tes jours. J'aimerais mieux être bien créatif parce que je te connais et j'ai confiance en toi. Puis là, on va prendre une prise de garantie sur des actions. Tu sais, c'est des choses que les prêteurs font pas toutes, mais dans ce cas-ci, la garantie est tellement solide qu'on se dit, gars, on va prendre les actions à garantie, ça va te permettre de refaire tes financements, de tout faire tes choses.
parce qu'on le connaît aussi. Puis tu vas pouvoir garder 100% de ton actif. Fait que, tu sais, ça va te coûter peut-être un petit peu plus cher année 1, mais année 2, tu vas avoir 100% de tes revenus, année 3, puis le restant de tes jours, tu sais. On va aller à la deuxième portion. Le temps avance vite, Jocelyn. On va aller à la deuxième portion de notre entrevue. Oui. Le volet danger si on veut se partir comme prêteur privé. Oui. Monsieur, madame, tout le monde peut partir comme prêteur privé. Et si oui, où on prend l'argent? Oui, bien, il y a plusieurs façons. Nous, ce qu'on va recommander à notre monde, c'est premièrement, souvent les gens qui vont s'en aller vers ça, ben, c'est une deuxième carrière. Fait que, ils ont une maison qui est presque payée. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, là, si votre maison ou la maison de vos parents est complètement payée, ça vaut 400-500 000, vous pouvez avoir une marge de 300-400 000 là-dessus. Pensez-y, 10% sur 400 000, c'est 40 000 par année de revenus. T'sais, si la marge coûte 3 ben, il vous revient quand même 32 000 par année de revenus. Quand même intéressant, 33 000 par année de revenus. C'est des façons d'aller chercher du revenu assez sécuritaire parce qu'on s'entend, là, même en période de crise, on ne s'attend pas à ce que les immeubles perdent 25 là, dans les prochains 2 ans. Peut-être que ça va stagner, peut-être que ça va reculer un petit peu, surtout au niveau résidentiel. Dans le multilogement, là, je ne vois pas de perte à prévoir, même si on va passer la pire crise des 100 dernières années. Fait que, tu sais, ça peut être très, très, très rémunérateur. Sinon, ben, tantôt on l'a dit, REER et CELI, vos REER, vos CELI, là, qui rapportent overall sur une moyenne de 20 ans, moins de 4 parce que c'est ce qui est prouvé, là. Les planificateurs financiers vont me détester, là, mais on voit leur tableau, puis leur tableau démontre toujours que vous faites du 15-20 mais c'est pas vrai. La journée, vous voulez avoir votre argent dans vos poches, après les frais, après les mauvaises années, après ci, après ça. Sur une période de 20 ans, c'est du 4 que vous allez avoir. Les statistiques qui vous montrent, là, c'est de la poudre aux yeux, là. Réellement, mettez pendant 20 ans des REER, des CELI dans des fonds mutuels. Quand vous allez les retirer après frais et tout, il vous reste 4 Mais nous autres, on vous garantit payable mensuellement du 9 Fait que c'est une façon de devenir prêteur privé. C'est une façon aussi de faire gérer vos prêts, de suivre ça de près. Puis après ça, de peut-être dire, ben je vais les faire moi-même. Tu sais, tantôt, je disais 8 à 10 de rendement espéré quand on fait gérer les prêts. Ben c'est une belle école, ça. Tu peux suivre tes prêts, puis apprendre des problèmes, puis des bons coups. Puis après ça, dire, ben je vais le faire à 12 puis 15 Et je vous dirais que j'en ai plusieurs qui ont essayé, tu sais, ils ont dit, OK, on t'a suivi un bout de temps, je vais aller faire 12 à 15 Ils ont eu 2-3 problèmes, ils sont revenus à 8-10. Ils ont dit, j'aime mieux avoir un 8-10 sécuritaire avec l'argent que j'ai durement gagné que de dire, je vais faire du 15 puis de temps en temps, je vais perdre mon capital. Parce que faut pas perdre le capital. Tu sais, Warren Buffett, il dit, faut jamais perdre d'argent. Ben, c'est parfait. On s'organise pour en perdre chez Selma Finance. Aucun de nos, ça fait 11 ans qu'on place de l'argent comme ça, là. Puis il n'y a aucun de nos bailleurs de fonds qui a perdu un seul sou de capital. Philippe qui dit ne pas oublier c'est plus un commentaire qu'une question là. Oui. Ne pas oublier que quand tu t'enregistres en deuxième rang, tu dois le mentionner à ton créancier de premier rang, effectivement. Exactement. Il y a une clause à l'acte. Ben, c'est pas 100% des actes hypothécaires, là, mais il y a plusieurs actes hypothécaires qui dit que ça. C'est pas juste le mentionner, c'est de demander la permission au créancier de premier rang. Puis ça, on est devenu spécialiste avec ça parce que les gens, ils se disent comment est-ce qu'on le demande, est-ce que ça va être accepté? Ben, nous autres, on a un formulaire déjà prêt qu'on fait signer par l'institution financière. Le directeur de compte, généralement, va signer ça assez facilement. Mais il faut expliquer pourquoi on fait un prêt de deuxième rang. Eux, ce qu'ils veulent savoir, là, c'est est-ce que mon débiteur est en problème? Est-ce qu'il est en train de consolider ses dettes avec un prêteur privé à 25 oui, non, peut-être. Si on y explique, écoute, on a des travaux à faire pour une courte période de temps, on va enregistrer un deuxième rang. On va optimiser l'immeuble de telle façon, il faut que j'enregistre un deuxième rang. Fait qu'il y a des façons de l'expliquer, puis ça, on est spécialisé là-dedans, qui vont permettre d'avoir une bonne entente avec le créancier de premier rang en y expliquant que, ultimement, sa garantie va être meilleure après qu'avant. On a Pascal qui demande, est-ce possible de réécouter la vidéo en différé? Oui, c'est possible. Justin va la mettre sur ses plateformes. Je la mets sur mes plateformes aussi. Fait que tu vas sur Imo Facile, puis tu reviens dans le fil d'actualité et tu vas être capable d'aller le revisionner. Après ça, est-ce pertinent? On a Sou qui demande, est-ce pertinent de faire affaire avec un prêteur privé pour un premier achat de Plex? 6 logements en construction neuve avec avec 100 ou peu de mise de fonds. Ça revient à la question que tu as répondu tantôt, là. C'est du bridge, ça va dépendre de ton bilan.
l'idéal, tu sais, info à commercial Senma Finance, envoie une demande de contact, on commence, on analyse ton bilan, puis on te dit si ça se prête à toi. Tu sais, on est probablement les prêteurs qui vont te revirer de bord puis détruire tes rêves assez souvent en te disant ça marche pas cette façon de faire-là. Par contre, si tu passais de telle étape, bien, probablement, tu serais capable d'utiliser le prêt privé. Comme j'ai dit en entrée de jeu là, au début de l'entrevue, là, c'est pas pour tous les types de projets immobiliers. Il faut que ça soit court terme. Il faut vraiment que ça soit un prêt bridge qu'on appelle, là, un pont entre situation aujourd'hui donnée. Bien, à quelle situation on ramène ça, puis de quelle façon on a un plan de sortie. Super important. Jérôme, qui demande une question qui n'a pas rapport avec le prêt privé, il parle des balances de vente que le vendeur fournit la mise de fonds. Il dit, si j'ai une banque et j'ai une balance de vente à 100%, est-ce que c'est accepté par les banquiers? Bien, il n'y a pas de banque s'il y a une balance de vente à 100% en principe. Non, mais lui, il parle de balance de vente à 100% de la mise de fonds. Moi, j'ai jamais vu ça. Peut-être que toi, tu n'as eu des cas que ça passe. J'en ai vu. Excellente relation avec ton banquier. Tu sais, je sais pas, je pense que c'est Banque Laurentienne, j'ai déjà vu ça. Excellente relation avec le banquier, puis c'est l'histoire qui compte. Tu vas voir ton banquier, tu as un bilan avec lui, je sais pas, tu as plusieurs centaines de milliers de prêts, ça va bien depuis des années. Tu dis, écoute, j'ai un offre extraordinaire. Le vendeur va rester là en balance de vente pour 6 mois parce que je vais augmenter la valeur de telle façon, je vais faire une conversion de chauffage, puis dans 6 mois, tu vas me refinancer. Puis moi, je vais avoir mis 100 000 de rénovation ou 100 000 de conversion de chauffage. Ça va se faire. Mais c'est très, très rare. Puis il faut vraiment que tu aies un bon directeur de compte. C'est pas les banques qui sont pas bonnes, hein. C'est les directeurs de compte qui sont pas créatifs puis qui savent pas utiliser leurs outils. C'est la relation aussi, Jocelyn, avec le directeur de compte. Si ça fait 5 ans que tu n'as jamais parlé à ton directeur de compte, ben les chances que ça soit approuvé sont assez faibles. Le banquier, il faut que tu y parles au moins une fois par mois, que ce soit un courriel ou un appel. Il faut que tu ailles manger avec une ou deux fois par année pour être certain de bien comprendre tous les paramètres qui changent dans les institutions financières. Puis ça, là, souvent, dans notre horaire, ça paraît crime, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller dîner avec. Ça va vite, la vie, la famille, les loisirs. J'ai pas le temps d'aller dîner avec, mais il faut prendre le temps de le faire. Là, on s'en rend compte, on s'ennuie de ça, ces petits lunchs d'affaires-là. C'est ça. On va maigrir aussi. Ouais. William qui dit, y a-t-il des frais de dossier si un prêteur privé ne fait pas le financement finalement? Il y a certains prêteurs, puis il faut faire attention, surtout des courtiers qui spécialisent là-dedans. Donne-moi un dépôt de 1000$, puis je vais te trouver ton prêt. Sauvez-vous en courant. Les vrais, ils vont faire une première analyse qui est vraiment pas longue. Tu sais, nous autres, on a un courriel préorganisé pour chacun des types de prêts. Je t'envoie ça, tu m'envoies ça. Dans le même 24 heures, généralement, je vais te dire oui ou non. Oui, j'ai besoin de plus d'informations. Non, ça ne prête pas à nous autres pour telle raison. Fait que ça coûte rien. Où est-ce que ça va peut-être coûter de quoi? C'est si on se rend compte que tu magasines pas mal, puis là, tu veux qu'on te donne une lettre de financement, puis tu te dis, écoute, je vais utiliser ça, puis je vais aller magasiner ailleurs. Ben là, je vais te dire, écoute, donne-moi un dépôt de 1000$ que je vais te rembourser sur tes frais de financement parce que nous autres, on est payé chez le notaire quand t'es fait que, tu sais, si je sens que tu veux une lettre de financement pour magasiner, ben, je vais au moins te charger 1000$ pour l'analyse qu'on a fait. Puis si tu te rends pas chez le notaire, on n'est pas mauvais amis. J'ai fait 1000$, mon staff est payé, on n'a pas travaillé si fort que ça. Ce qui est difficile, nous autres, c'est de bouger l'argent. C'est là qu'il faut qu'on soit payé. Donc, si on ne se rend pas chez le notaire, ben tant mieux, on a fait 1000$. Si on se rend chez le notaire, ben sur tes frais de transaction totale, on a bougé l'argent de ton prêt, on va te réduire, on va te faire un crédit équivalent à ce 1000$ de dépôt-là. Mais le dépôt va se donner à la fin de la transaction quand tu as une lettre de financement. À la signature de la lettre de financement, le dépôt se donne. Excellent. Hey, si vous aimez les entrevues du matin, à matin, on est avec Jocelyn Grégoire de Senma Finance. Cliquez sur j'aime, envoyez-y plein de beaux cœurs, un cœur de votre part. Et aussi, si c'est la première fois que vous êtes avec Imo Facile, allez cliquer sur j'aime sur la page Imo Facile pour avoir tous les fils d'actualité qu'on va avoir cette semaine et les prochaines semaines. On a Michael qui est plus un commentaire. Si tu utilises ta seule résidence pour faire un prêt, garde-toi de l'argent en cas que tu aies besoin de racheter une hypothèque. Ouais. Daniel qui dit, c'est quoi le montant pour investir chez Senma? Tu en as parlé tantôt. 25 000 le minimum. 25 000, c'est bon. Après ça, je voulais savoir si tu as un bon conseil pour commencer en prêt privé avec seulement 60 000 pour débuter. Ben évidemment, tu sais, si tu as juste 60 000, tu le mets tout en prêt privé, ben tu te mets à risque un petit peu.
Ce que tu peux faire aussi, c'est y aller en gestion. Tu sais, en gestion, comme je disais tantôt, là, nous autres, on peut te dire, ben, on va te splitter ton 60. Premièrement, si tu as juste 60 000, mets-les dans tes CELI. Tu n'auras pas d'impôt à payer, 9 ça, c'est le baisse. Sinon, ben, si jamais tes CELI sont maximisés ailleurs, sont immobilisés, ben, je te conseillerais de faire peut-être 2 prêts de 30 000. Si tu en as un qui va mal, l'autre va bien aller. Si tu as une petite perte sur un, l'autre va être correct. Puis ça, c'est le genre de choses qu'on va faire souvent, là, splitter l'argent des gens. Quelqu'un vient me voir qui a 250 000, mais je ne le place pas sur un projet à 250 000. Il y a 100 de son risque dans un projet. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être dangereux. Fait que ce que je vais faire, ben, je vais peut-être faire 2 ou 3 ou 4 prêts de 70 de 50 à 70 000 pour m'assurer que cet argent-là soit placé de façon sécuritaire puis diversifier son risque. Puis c'est pour ça qu'on a fondé un petit peu Capital Immo Privé, les REER, les CELI, mais on peut aussi mettre de l'argent là-dedans. La différence entre Senma et Capital Immo Privé, c'est que Senma, ben, on va splitter ton risque sur 2 ou 3 prêts. Dans Capital Immo Privé, ben, là, j'ai perdu le compte, mais on avait comme 100 quelques prêts là-dedans. On avait plus de 100 investisseurs. Donc, tu prends un risque sur le portefeuille total. On a 4 millions de prêts, ben, tu as un risque dilué sur 4 millions d'argent sur une centaine de prêts. Donc, ça réduit ton risque de beaucoup, mais tu as un peu moins de contrôle. Et où ton argent, tu ne le sais pas, et sur tous ces prêts-là. Fait que, s'il y en a un qui ne va pas bien, ben, il est dilué dans tout le lot, fait que c'est beaucoup plus facile. On a Marc qui pose une question. Marc, je te conseille d'appeler directement au bureau. La question est trop compliquée. J'ai de la misère à comprendre moi-même. Stéphanie, non. Serge, Serge est très créatif. Il dit, je peux-tu prendre mes REER, les mettre avec toi, puis après ça, tu me les reprêtes au même taux pour que je puisse m'acheter un immeuble avec mon incorporation. Puis, Serge, comment est-ce que je vais faire pour payer l'école de hockey à mon fils? Il se leur prête au même taux. Tu sais, évidemment, c'est une opération commerciale. On a des bureaux à payer, on a de la paperasse à payer, on a, tu sais, il y a du marketing à payer. Donc, non, je ne peux pas te leur passer au même prix, puis au même montant, mais c'est aussi illégal que je te promette que tu mets tes REER chez Capital Immo Privé, puis je vais te les repasser au même prix. Par contre, évidemment, les gens qui nous encouragent, on va les encourager. Tu sais, c'est certain que tu vas avoir un service prioritaire chez nous. C'est certain qu'on va regarder différemment tes dossiers de financement en disant, écoute, il a placé 100 000 chez nous, il a besoin de 100 000. Ton dossier est toujours sur le dessus de la pile là, dans ce cas-là. Puis, oublie pas que nous, on gère un risque. Ben, quelqu'un qui a des habitudes d'économie, d'économiser, puis qui a des REER, ben, beaucoup moins risqué que la personne qui a juste une coupe de pièces dans son compte de banque, là, on s'entend. Parfait. On a Mathieu qui pose une question. Si je prends ma marge de crédit hypothécaire et que je veux investir avec toi, c'est quoi le montant minimum que je dois rembourser dans ma marge? Que je dois me garder de l'argent pour rembourser le montant minimum. Ça dépend, je crois, si je me trompe, Jocelyn, des prêts bancaires, des hypothèques dans mon cas. Mais ça va dépendre de ce que tu as en premier rang avant de toi. Donc, tu sais, il faudrait qu'au minimum, tu aies accès au plus gros, parce que tu sais, c'est pas tous tes dossiers qui vont aller en perte d'un coup, mais il faudrait que tu aies accès, tu sois capable de libérer le plus gros montant qu'il y a en avant de toi. Donc, si jamais la Banque nationale est en premier rang pour 150 000, tu es en deuxième rang pour 50 000, ben assure-toi d'avoir accès à 150 000. La beauté de la chose avec Senma Finance, c'est chaque semaine, on a minimum 500 000 qui reviennent dans nos comptes de gens qui nous payent. Tu sais, oui, des fois, on peut avoir juste 200, mais la semaine d'après, on a 900. Fait que, tu sais, il y a un roulement qui se fait. Pourquoi? Ben, parce que ça fait 12-13 ans qu'on fait ça. Donc, les prêts, ils roulent, ils roulent, ils roulent. Fait qu'on n'a pas besoin de vraiment garder beaucoup d'argent en avant de nous parce qu'on le sait, la semaine prochaine, il va en avoir, l'autre semaine, il va en avoir. Et on les voit jouer les prêts qui sont en défaut, hein. Je pense qu'il parlait plus de lui, Mathieu. Il dit, ma marge de crédit de ma maison, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me garde l'argent pour rembourser ma marge à chaque mois? Puis c'est quoi le minimum? Ah, c'est le paiement minimum, dans le fond. Ouais, c'est le paiement minimum de la marge, parce qu'il y a des marges qu'il n'y en a pas. Il y en a que c'est intérêt, puis il y en a d'autres, c'est un peu d'intérêt puis de capital qu'il faut aller. Il y a un minimum de capital qu'il faut remettre. Donc, c'est juste de vérifier ton contrat, là, voir qu'est-ce qu'il prévoit. On a une dernière question. Nous, on paye mensuellement. Hein? Fait que, tu sais, mensuellement, tu as un revenu de 8 à 10 ta marge te coûte 2 à 3. Même s'il y avait du capital, en principe, tu devrais avoir suffisamment d'argent pour payer tes paiements. On a Michael qui demande, si on investit 25 000, 100 000, 200 000, 500 000, est-ce que c'est le même retour d'argent en pourcentage?
Oui, parce que les prêts ne seront pas plus ou moins chers. Donc, c'est le même retour d'argent, sauf que le virement va être un petit peu plus élevé. Là. Tu sais, 10 de 500 000, c'est beaucoup plus que 10 de 50 000. Parfait. En terminant, on n'a plus de questions qui rentrent. Jocelyn, aurais-tu un conseil à donner aux investisseurs et après ça, on va parler comment te rejoindre aux investisseurs, ceux qui veulent faire du prêt privé ou emprunter de l'argent? Ben, moi, j'ai été peut-être le champion des prêts privés. Tu sais, là, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. C'est comme ça que j'ai réussi à bâtir mon parc, en étant créatif, en utilisant l'effet levier avec le prêt privé au maximum. La première chose, c'est assurez-vous d'être cash flow positif. Tu sais, j'ai déjà acheté des immeubles 100% prêteur privé, puis là, j'étais cash flow négatif de 2000 par mois, mais j'avais un immeuble cash flow positif de 2000 par mois. Je les mettais ensemble, je break even. J'étais capable de supporter changer une toilette de temps en temps. Fait qu'assurez-vous, vous êtes capable de supporter ça, peu importe qu'est-ce qui arrive. Le COVID, là, c'est la meilleure exemple. On ne sait pas c'est quoi l'avenir va nous réserver. Donc, assurez-vous d'être cash flow positif. Ensuite de ça, les plans de sortie, super important. Tu sais, un plan de sortie, c'est correct, mais 2 puis 3, ça peut être beaucoup mieux. Fait que plan de sortie numéro 1, on finance avec la banque. Plan de sortie numéro 2, on va vendre. Plan de sortie numéro 3, on fait une conversion de chauffage, on augmente les revenus, puis on se ramasse cash flow positif. Fait que, tu sais, il y a plein de plans de sortie comme ça qu'on peut aller chercher. Ensuite de ça, les associations partnership. Ouais, Seul, c'est correct, mais à 2, 3, c'est comme le mastermind. Tu sais, le cerveau collectif va permettre. Oui, toujours avec des conventions d'actionnaires signées avant plutôt qu'après. Je suis la preuve vivante qu'il ne faut pas faire ça. Ça m'est arrivé. Ça coûte énormément cher. On perd nos amis. Signez votre convention d'actionnaire avant, c'est un 1500 $ bien placé. Ensuite de ça, pour le prêt privé, le conseil que je peux donner, association, partnership, vos connaissances générales. Je le dis souvent, je ne suis pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, mais je connais un petit peu dans tous les volets, comptabilité, fiscalité, financement créatif, financement privé, financement bancaire. Fait que, tu sais, aller dans les soirées comme IMO Facile, là, ben, c'est dans ces places-là que j'ai appris un petit peu dans tout, parce que tu as toujours un spécialiste qui vient sur le stage. Puis là, le truc que je peux donner, c'est quand il débarque du stage de spécialiste pendant la pause réseautage, allez le voir, jaser avec. Ce gars-là, s'il est sur le stage parce qu'il en sait plus que toi sur un domaine, tu veux te rapprocher de cette personne-là. Allez jaser avec Ghislain, qui est super généreux de son temps. Moi, à chaque fois que je vais dans une soirée mot facile, Ghislain est disponible, je peux jaser avec quelques minutes. Évidemment, il y a beaucoup de gens, mais prenez le temps de poser 2-3 questions, puis préparez-les vos questions. Puis, tu as combien de professionnels qui travaillent avec toi, Ghislain? On est 27 au total. Bon, ben il y a 27 professionnels dans la salle. Là. Allez les voir un à la fois. Prenez 5 minutes chacun de leur temps là, dans une soirée. Vous allez voir que c'est là. Avec les employés, on est 27 au total. Dans les soirées, je te dirais qu'on est peut-être une douzaine. Une douzaine. On est avec les coachs exactement qui sont disponibles. Et comment, Jocelyn, on fait pour te rejoindre? J'ai mis tantôt dans le fil d'actualité, dans les questions, l'adresse courriel. Fait que si tu veux le répéter, s'il vous plaît. L'adresse courriel, c'est info@cedma, finance.ca. Puis le numéro de téléphone, 450-443-3225. Évidemment, période de COVID, ça ne change rien pour nous autres. Là, moi puis François, on répond aux appels directement. Puis on a fait plein d'offres de financement. Là. Ça n'a pas vraiment ralenti pour nous autres, même que je pense que ça va augmenter un petit peu là, notre volume d'affaires. Fait qu'on est prêt à recevoir vos demandes de financement, vous coacher, vous aider là-dedans. Là. Notre but à nous autres, là, c'est de trouver des clients qui vont faire des investissements immobiliers, mais qui vont revenir souvent. La mentalité qu'on a, là, c'est que si notre client se casse pas la gueule, bien, ça va devenir un client facile à travailler. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre la recette, puis il va revenir souvent. On veut pas avoir des one-shot deals, travailler une fois, montrer la recette à quelqu'un, puis il ne revienne plus jamais parce que ça n'a pas bien été à son goût. Fait qu'on va s'assurer de donner le service à la clientèle qu'il faut, de s'assurer de te donner le coaching qu'il faut pour que ton projet, tu passes à travers, puis que tu fasses un beau profit pour dire, ben on va recommencer pour en faire un autre. On a cette mentalité-là depuis à peu près 4 ans. Puis depuis ces 4 dernières années-là, on a éliminé 90% des consolidations de dette qu'on faisait. Puis, tu sais, c'était de l'énergie négative. Là, on est dans les investisseurs, hein, Jocelyn, c'est pas des consolidations de dette de monsieur, madame, tout le monde. Non, on n'a fait plus de ça. Ça, on en fait, on est sûr de notre coût. Puis, mais tu sais, notre but, c'est pas de reprendre des immeubles. J'ai dit tantôt, ça coûte cher. Pas juste en argent, en énergie. En énergie négative. Puis c'est plate, puis c'est mauvais. Nous autres, on va avoir une belle énergie positive. Je pense que les gens le savent. Là, toute mon équipe, on fait beaucoup de croissance personnelle. On va voir les shows de Tony Robbins, etc.
On est coaché de toutes parts. On a plusieurs coachs qui nous suivent. Fait que, on veut grandir, on veut avoir une belle énergie puis avoir du plaisir là-dedans. Puis pour avoir du plaisir, ben c'est simple. Des histoires à succès d'immobilier, c'est pas mal mieux que des consolidations de dettes, des séparations, des Oui, divorces. exact. En terminant, n'oubliez pas, demain, on parle de conversion en condo, comment ça fonctionne une conversion en condo. Jeudi, on parle d'histoire de flip avec Gilbert. Jeudi soir, vendre ses offres d'achat. Et dimanche, de 9h30 à 12h30, comment optimiser vos immeubles avec moi-même. Un gros merci, Jocelyn. Passe une belle journée. Puis on s'en reparle plus tard. Merci. Soyez prudents, bon COVID. Merci la gang. Bye bye. Reste en ligne, Jocelyn.